Alors, qu'est-ce qu'on fait, là? On fait feuille de vie, c'est plus ancien notre repas arménien. D'accord, ça s'appelle comment en Arménie? Dolma, Dolma. oui. Alors, comment on fait? Montrez-moi. Alors d'abord, on a préparé la farce à la base de bœuf et un peu de chair à saucisse. Et certaines personnes mettent un peu d'agneau aussi haché. Donc là, Voilà. je sers bien. Visiblement, moi, c'est pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'appétit. Hein. Non, mais c'est On va les pas quand reconnaître, même. les miens. On le gardera pour vous, celui-là. Alice, je vais vous laisser parce que j'ai plein de choses à visiter dans le quartier, tout Oui. autour de la rue Cadet. D'abord, je vais aller à la maison des francs-maçons du Grand Orient de France. Alors, c'est une maison qui existe depuis 1851. Elle est ouverte au public, sauf le soir. Là, c'est uniquement réservé aux frères. Mais je vais vous faire visiter les coulisses. Vous savez qu'ici, on est rue Bleue. Autrefois, ça s'appelait rue d'Enfer. Oui. Et cette rue a abrité une illustre famille française qui a fait couler malheureusement beaucoup de sang. C'est la famille Sanson. Et vous allez tout me raconter, Frédéric, sur cette famille. Oh, une famille célèbre, très célèbre, tristement célèbre de l'histoire de France. Il faut dire qu'elle avait ses têtes, hein. Mais je vous raconte tout ça dans un instant. Après, j'irai prendre un cours de systéma. Alors, le systéma, c'est un art martial russe qui a été pratiqué par le KGB. Alors, il y a beaucoup de mystères autour de cet art martial, mais on va tout me raconter aussi là-dessus. Et là, je vais vous laisser parce que je pars rencontrer André et Anne Chabot. Alors, André, il a photographié tous les cimetières du monde entier. Alors, ça fait un peu morbide comme ça, mais ils sont très vivants tous les deux et ils sont surtout très drôles. Je vous laisse. Je vous retrouve tout à l'heure pour le service. Voilà, on va faire ça. Dans quelques heures on va maintenant. vous faire cuire ça et puis vous allez goûter, vous allez voir que c'est très bon, c'est excellent. Eh bien, j'espère bien. À tout Oui. à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Je vous emmène aujourd'hui en balade autour de la rue Cadet, dans le 9e arrondissement. Cette petite rue commerçante démarre au faubourg Montmartre et croise la bruyante rue Lafayette. Depuis le 19e siècle, le quartier accueille une importante communauté juive venue de l'Europe de l'Est, mais aussi arménienne. Des bijoutiers, sertisseurs et autres diamantaires qui ont fui le génocide pendant la Première Guerre mondiale. Ici, comme dans la plupart des quartiers du centre de Paris, ces artisans ont laissé leur place à de jeunes familles de cadres supérieurs. C'est là également que s'est installé dans les années 80 André, un artiste plutôt atypique. Bonjour André. Salut, Qu'est-ce que vous faites? je transporte un cadavre. Vous voulez un coup de main peut-être? Volontiers. Comment on fait? Je me mets devant? Devant, par exemple, Voilà. Alors marche arrière, on va où comme ça? tout droit. Où ça tout droit? On va chez vous? Attention, on va pas occuper le cercueil tout de suite. Il est destiné à quoi normalement ce cercueil? Normalement, ça c'est fait pour transporter des gens qui sont morts de maladies contagieuses. Ah, c'est un vrai cercueil Donc alors. c'est un véritable cercueil, mais c'est un cercueil intérieur. C'est le principe des poupées russes. Alors C'est là attention, on y va. Attention à la marche. C'est bon. Ça va, voilà. On Il y a est chez des vous là? chausses-trappes ici. Alors, on va jusqu'où là comme ça, André? Alors, on va dans la cour, au milieu de la cour. De toute façon, On pose là, les j'imagine. voisins ont l'habitude, ils ne s'effraient pas. Hop. On va poser là, à peu près à cette hauteur-là, ouais, c'est pas mal. Il n'y a rien dans votre cercueil, il n'est pas habité. Ah ben, vous allez voir. Qu'est-ce que c'est ça? Déjà, on va installer ça. Ouais. C'est pour veiller le Et mort? puis après, on va installer ça. D'accord. D'accord? Ah. Voilà. Un Et chien qui a après, perdu son on maître. pourra regarder ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un Et on chien. comprendra pourquoi le chien attend. Ah bah oui, j'avais pas bien vu. Avec le soleil, il y a un os. Et donc la présence du chien qui surveille comme ça la tombe d'un de ses maîtres, c'est pas rare pour vous. Le chien sert aussi à exprimer la douleur et j'ai vu souvent des chiens en bronze ou en pierre avec la larme à l'œil. Alors Qu'est-ce qu'on là, entend, là on entend, c'est mon épouse qui est organiste et qui, je pense, nous invite à pénétrer à l'intérieur. Ah, On y volontiers. va Allez. On laisse On le laisse notre tranquille, ami, il bougera a tout son pas. temps. Bravo. Je vois que vous travaillez à l'ancienne, vous, encore. Hein? Alors, essentiellement argentique. Ça, c'est toute la production
d'André Chabot depuis 50 ans? Minuscule partie de la production, puisque j'ai maintenant plus de 200 000 photos. Est-ce que vous, André, vous êtes quand même le spécialiste de l'art funéraire, des cimetières en France? Alors, moi, je dis toujours, je suis simplement un promeneur nécropolitain. Je me balade, je rapporte des images, et à partir de ces images, je raconte des histoires ou je travaille sur des thématiques. Alors là, il y a Munich, Hong Kong, Cuba, Los Angeles. Vous en avez fait combien de cimetières en tout en 50 ans? Je n'ai pas compté le nombre de cimetières que j'ai fait. Je sais que je suis allé à peu près sur tous les continents, sauf l'Australie, parce que c'est un peu loin et je crois que c'est pas passionnant. Vous pouvez m'en montrer, là? Voilà une photo, par exemple, qui effectivement est assez érotique. Et ça, c'est où, ça? Alors ça, c'est à Copenhague. Alors là, vous avez aussi les têtes de mort qui sont extraordinaires. Vous avez des gisantes en Italie, à Gênes, cimetière américain avec le cimetière des enfants, avec Walt Disney, Blanche-Neige et les 7 nains. Et vous avez des choses là absolument extraordinaires qui montrent une petite fille dans cette métaphore qui est couramment utilisée dans le cimetière, la métaphore du sommeil. On ne dit pas « ils sont morts », on dit « ils reposent ». Mais qu'est-ce qui vous plaît tant dans un cimetière? Mon point de départ, ce sont des situations, des drames familiaux, etc., des morts qui m'ont véritablement traumatisé, et en particulier la disparition d'un grand-père poilu de 14-18. Mais à ce moment-là, j'ai découvert que je suis mortel, donc ça a été une espèce de traumatisme pour moi aussi. Et j'ai continué à photographier les cimetières pour tenter, disons, de m'habituer à ma propre mort à venir. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Oui, donc, mon épouse et moi, et notre chapelle funéraire, et puis à l'intérieur, un appareil photo qui symbolise simplement ma vie consacrée au cimetière. Ça, bravo, hein. Pour être éternel, il fallait y penser quand même. Hein. Et il y a plein d'objets chez vous, absolument incroyables. Ça, c'est des souvenirs ramassés pendant 50 ans de balade? Ramassés pendant, oui, des voyages ou des choses qu'on me rapporte. J'ai, par exemple, une collection de petits corbillards miniatures, si vous voulez. Et là, il y a des cercueils des choses aussi. plus drôles, un peu même, on va dire, un peu polissonnes, pourquoi pas. J'en ai trouvé dans pas mal d'endroits. Hop. Ah oui, d'accord. Merci de m'avoir reçu de votre visite. Je vais aller dans un autre endroit un peu mystérieux aussi. Oui. Pas autant mystérieux que la mort. Hein. Oui. C'est le Grand Orient de France, qui est juste à côté, sur vos voisins. Je vais vous montrer d'ailleurs mes relations avec les francs-maçons. Voilà, il y a les francs-maçons qui sont pas loin. Donc voilà les loges funèbres. Ah, vous avez aussi réalisé un ouvrage fait un bouquin sur les tombes des francs-maçons. Merci beaucoup. Je pars avec le livre, je peux? Bien sûr. C'est gentil, merci. Merci à vous. Je vous laisse parmi vos corbillards et vos cercueils. Bonjour Yvan, je vous vois dans de profondes méditations. Oui, bonjour Pierre. Est-ce que vous pouvez descendre, éclairer ma lanterne parce que je comprends pas bien ce que je regarde là? Eh bien, je vais essayer de vous expliquer. Pierre, qu'est-ce que c'est que ces inscriptions là? Qu'est-ce que ça raconte? Donc Yvan, vous êtes là au siège du Grand Orient de France et devant l'entrée du musée de la franc-maçonnerie. Et vous savez que les maçons sont sensibles à deux dimensions. D'abord la dimension fraternelle. Et puis l'autre aspect de la franc-maçonnerie, c'est la liberté de conscience, la liberté de l'esprit. Et donc vous avez dans cette œuvre des sentences morales sur la liberté de l'esprit dans un grand nombre de langues et un grand nombre d'alphabets, comme une sorte de signe de la diversité de l'humanité, mais réunis autour de la liberté
de pensée et de l'esprit. En tout cas, il est surprenant, ce bâtiment Alors, il sur est la rue. surprenant, Parce que il est là, 13 années 70, oui. mais vous verrez que vous serez encore plus surpris plus tard, parce que nous allons passer dans l'autre bâtiment ancien qui, lui, date du 19e siècle. Ah, tout n'est pas comme ça. Parce que là, par là, on a le droit aussi d'y aller, nous, les Mais simples... vous avez le droit d'aller partout. Vous avez le droit d'aller mortels. partout. Pour un bâtiment qu'on imagine secret, vous n'imaginez pas le nombre de gens qui passent par là. Alors, vous, les francs-maçons, tous les 6 mois, il y a la une d'un hebdomadaire sur vous. Précisément, c'est qui un franc-maçon? Alors, un franc-maçon, c'est un homme ou une femme qui aspire à autre chose. Et un jour, il tombe sur cette vieille institution qu'est la franc-maçonnerie, qui se présente comme une institution humaniste, initiatique et fraternelle. Et ça puise ses origines quand, la franc-maçonnerie? Alors la franc-maçonnerie, c'est tout au cours du XVIIe siècle, une société de métier qui, pour des raisons qui restent un peu mystérieuses d'ailleurs, va se transformer en autre chose, en une société de rencontres, d'échanges, de débats, et qui va au XVIIIe siècle s'associer aux Lumières, et qui en France et dans les pays latins va être un des vecteurs de l'émancipation. Et vous savez qu'en France, par exemple, la franc-maçonnerie a joué un grand rôle dans l'installation de la Troisième République, qui est la première démocratie durable dans notre pays. Ah ouais. Voilà. Nous entrons dans le temple historique du Grand Orient de France. Donc, quand il s'est installé ici en 1851, ce temple a été construit. Nous l'appelons le Grand Temple ou le temple Arthur Groussier. Alors ici, il y a 18 temples, c'est ça, hein? Alors ici, il y a 18 temples. Donc sont la plupart tous des sur le temples, même on en modèle verra d'autres. Ils sont exactement sur le même modèle, sauf qu'en général, ils sont plus petits. Ils ont entre 30 et 80 places. Et celui-ci est donc le Grand Temple pour les réunions un peu exceptionnelles. Alors pour moi, c'est une première. C'est organisé comment, un temple? Le temple maçonnique, il est censé être placé symboliquement, bien sûr, sur le chantier du temple de Salomon. C'est pour ça que vous avez les deux colonnes, J et B à l'entrée du temple. Ensuite, vous avez l'Orient, où siège le Vénérable, donc le président de la loge. À la gauche du Vénérable, vous avez l'orateur, à sa droite, le secrétaire. En face, vous avez le second surveillant, le premier surveillant. Et ces 5 officiers gèrent les débats et les travaux et le rituel mis en œuvre par la loge. Et alors pourquoi il y a un soleil et une lune, là? C'est un symbole du cycle de la vie, du cycle de la nature, dans lequel s'inscrit la franc-maçonnerie. Et au milieu, c'est qui? C'est Marianne? Alors, c'est une Marianne bien particulière. C'est une Marianne conçue par les maçons dans les années 1880, au début de la Troisième République, et elle a été très présente dans les mairies des grandes, moyennes et petites villes de notre pays jusqu'aux années 70. Et alors, les frères, là, ils s'installent ici? Alors, ils sont sur les 2 colonnes, donc vous avez les 2 colonnes. Je peux m'asseoir, moi? C'est autorisé? C'est un peu risqué, mais allez-y. C'est dangereux? Vous verrez. Ah bah non, il se passe rien. Vous ne sentez pas quelque chose, non? Si, on se sent un peu habité frisson par le de lieu, quand l'initiation, même. Bah oui, oui. Je ferme les yeux. Pierre, il est 18h. Je vais essayer d'imaginer ce qui se passe ici une fois que le grand public n'a plus le droit d'être là. À 18h, c'est la mise en place de la loge, progressivement. Et puis un peu plus tard, à 19h30, 20h, c'est l'ouverture des travaux. Et là, c'est la magie de l'initiation maçonnique. Ok, Pierre, j'y étais. C'était pas mal, hein? Pourquoi tout ça, c'est secret, c'est caché, c'est pas ouvert au grand public quand il y a des C'est réunions tellement et tout? secret, tellement caché qu'on a la télévision. Donc, Mais oui, mais bon, à partir d'une certaine heure, on n'a plus le droit d'être là. Eh bien, parce que c'est un peu un jardin secret. C'est-à-dire que les gens qui rentrent ici à partir de 6 heures, ils sont cadres dans une banque, profs, médecins, kinés. Et quand ils passent le seuil du Grand Orient, eh bien, ils quittent ce rôle social et les travaux maçonniques, l'ouverture rituelle des travaux, les met dans une autre dimension. Merci Pierre pour cette visite. Je rappelle qu'ici, c'est ouvert au public, mais de 9h à 18h, il y a une bibliothèque, il y a un musée. Qui reçoit plus de 20 000 personnes par an. Donc, vous voyez, largement ouvert au public. Il y a même un restaurant que je vous invite à découvrir, d'ailleurs. Ah d'accord. Eh bien, allons-y. C'est magnifique, non? Comme quoi la discrétion, ça offre aussi de jolies choses. Je suis ici au 7e étage du bâtiment du Grand Orient de France, dans ce restaurant panoramique qui offre une vue absolument incroyable sur tout Paris, avec la cerise sur le gâteau, c'est quand même la butte Montmartre. Alors pour info, le resto, il est ouvert le midi au public pour le déjeuner. Le soir, c'est uniquement malheureusement pour les francs-maçons.
Frédéric. Ouais, vous gênez pas, croquez la pomme, je sais qu'on ira en enfer tout à l'heure. Ah, c'est pas faux, c'est pas faux. Et Bonjour, pourquoi vous Yvan. m'avez donné rendez-vous dans ce square Motolon? Eh ben parce que figurez-vous que c'est un lieu historique. C'est en fait, on est dans un bout de jardin. À l'origine, c'était le verger, le potager d'une famille incroyable, la famille Sanson, qui habitait un petit peu plus bas, mais qui avait un grand terrain, un hectare. Ah oui, la famille Sanson, la famille de bourreaux. Oui, on était bourreaux de père en fils. Ils avaient un petit emploi de bourreau, quoi, si vous voulez. C'était un petit peu ça. Mais enfin, ils ont fait quand même du taf. Alors la maison était là, il faut que je vous la montre, parce que figurez-vous, à votre avis, elle était située dans quelle rue? Je sais pas, la rue d'Enfer. Mais oui, vous l'avez dit, mais vous avez raison, venez voir, c'est incroyable, incroyable. Allez, sortez. Sortez. Par À où? gauche. Oui, par là. Oui, par là. Allez. Là, voilà, c'est là, tout ça, Oui. tout ce pâté de maison. Visiblement, ça rapportait d'être bourreau. Ah oui, ça rapportait seulement. On était un petit peu loin de Paris, là, on était dans les faubourgs, hein. Donc ça valait un petit peu moins cher. Il a construit une grande maison avec ce jardin qui allait jusqu'au bout, là. Il y avait un verger, il y avait 2 puits, c'était gigantesque, il n'y avait pas cette rue, évidemment. Tout cela sera vendu en 1778 et ça a été morcelé et construit. Après, on a percé Absolument. cette rue Lafayette au 19e. Mais qui vraiment habitait dans cette maison? J'ai envie de dire toute la famille Sanson. Il y avait le père, la mère, les enfants. Ils étaient tous bourreaux, hein, de père en fils, mais aussi entre frères. Mais je vous propose d'aller un petit peu plus près, parce qu'il y a d'autres histoires à raconter. Alors Venez, attends, on parce qu'on traverse. n'est pas au temps des charrettes, là. Venez, on traverse. Là, voilà. Bon, dites-moi, Frédéric, le plus célèbre des Sansons, c'est Charles-Henri. C'est celui Charles-Henri. qui a officié pendant la Révolution. Oui, Il en a absolument. coupé combien de têtes? Alors, on estime à 2700 parmi les plus célèbres. Il y a eu Louis XVI, mais aussi Danton. Robespierre, absolument, Danton, et même Charlotte Corday, celle qui avait assassiné dans sa baignoire Marat, le célèbre journaliste. Il a regretté, je crois, hein, Charles-Henri, d'avoir exécuté Louis XVI. Il s'est dit jusqu'au bout que le roi allait être sauvé entre sa prison et la place où il était condamné à mourir, c'est-à-dire la future place de la Concorde. Mais voilà, il était persuadé qu'il allait y avoir un coup militaire par les soutiens du roi. Mais en fait, ça ne s'est pas produit. Donc au moment où le tranchoir coupe la tête, là, à ce moment-là, son aide, Gros, prend la tête du roi. Et là, effectivement, il a un ressentiment et ça va être très dur. Après, son métier, il va pratiquement l'abandonner, laisser à son fils prendre la suite. Frédéric, on arrive rue Bleue. Elle n'a pas toujours été appelée comme ça. La rue Bleue, avant, s'appelait la rue d'Enfer. Alors, La rue d'Enfer. Ouais. Il y avait la rue de Paradis qui s'arrêtait un petit peu plus loin. Et puis quand il a fallu dénommer cette rue, on l'a appelée la rue d'Enfer, puisque à la suite du Paradis, Il y avait peut-être l'enfer. y avait-il l'Enfer. Bon, ben moi je vous laisse. Moi, je vais vers l'Enfer. Non? Vers l'enfer, le paradis? Ah, Plutôt mais moi, l'Enfer me plaît bien. Bon, bah allez à l'enfer alors. À l'église. Moi je vais prendre un cours de systéma. Ah, bon, ben plus tard. Je vous raconterai. Oui. Soyez prudents. En russe, systéma veut dire le système. Un nom aussi mystérieux que les origines de ce sport hérité, paraît-il, de danses de combat millénaires. Passez à vite. 8 pas inspire, 8 pas expire. 3 inspire, 5 expire. Inspirez sur 3 pas, expirez sur 5. Je vous rappelle, c'est le même volume d'air. Qu'est-ce que je dis? Bonjour, ça va? Très bien. Ouais. C'est quoi précisément le systéma? C'est un art martial? C'est décrit comme un art martial. Ma compréhension à moi, c'est méthodologie d'adaptation à son environnement. Des versions différentes de ça, c'est utilisé pour le renseignement militaire, pour certains types de commandos d'action, pour certaines unités, à l'époque du KGB, pour certaines unités de KGB. Et dis-moi, j'ai envie de participer. Bah, bien sûr, C'est bien possible? sûr. Alors, qu'il faut que Bah, je tu fasse enlèves un- la veste Ouais, et j'enlève tout la ça. veste et Bah, tout. le machin, Petit et puis t-shirt, tout le c'est reste, bon ouais. Ouais. Ah oui, à tout. Passez au carré. Tiens, c'est mon assistant, il va t'aider Ouais. dans tout pendant que je m'occupe de tout le monde. D'accord. Mais détrompe-toi, je te regarde. Oui, toi, regarde. L'œil du maître. Voilà. Non, faut que tu suives là. Faut pas que tu veuilles le rediriger. Tu laisses la mécanique se faire. D'accord. On va y aller progressivement. Mais faut que tu me laisses te pousser. Vous remarquez qu'on sourit et qu'on est bien. On n'est pas... Dis-moi, Pierre, tout ça, c'est à peu près 2000 ans d'histoire
Oui, on peut dire que c'est 2000 ans d'histoire, mais avant même, parce qu'en fait, le systéma, en fait, ça vient des traditions des chevaliers russes, qui, en fait, après les combats, en fait, ils allaient vivre dans des monastères, et en fait, là, pour se soigner, enfin, tout, en fait. Et après, en fait, ils ont cumulé leur savoir combatif avec le travail respiratoire des moines, donc méditatif. Donc là, les premières traces historiques du système, c'est ça. Donc ça, tu l'utilises pourquoi, toi? Moi, j'utilise, premièrement pour moi. Deuxièmement, j'utilise ce que je fais un peu de théâtre et de cinéma, donc j'utilise pour coacher les comédiens. Quand j'ai pas beaucoup de temps pour leur apprendre, par exemple, à être cascadeur, je peux pas les entraîner pendant 2 ans sur des cascades. Je vais leur faire des travaux, notamment comment aller au sol et rouler et apprendre à se protéger. Comme ça, ils peuvent être très vite efficaces. Des années d'expérience. Waouh. Et on fait comment pour saluer, pour remercier? On fait, il y a un geste particulier? On se tape comme ça. Eh ben voilà. Merci en tout cas à toi. Merci à bientôt. Et puis dès que tu veux. Allez, on s'en salue. Ciao, merci. Merci. C'est une vraie découverte ce système-là. Je pensais qu'avec peu de pratique, on peut finir par être totalement zen et relax. Pour l'instant, moi, ça m'a juste donné faim. C'est pour ça que j'appuie un peu sur les pédales parce que je suis pressé de rejoindre mes amis arméniens. Me revoilà! Bon, ben voilà, ça y est. Mais ça sent bon ici! Ça sent bon, ben bien sûr, parce alors, que c'est bientôt prêt. Ils sont où, mes C'est dolmas? bientôt prêt. Ah ben vos dolmas, ils sont là. Ce que vous avez préparé, vous. Alors qu'est-ce qu'il y a au menu aujourd'hui? Alors, au menu aujourd'hui de Chinal, qu'est-ce qu'il y a? Il y a On soupe a pas riz. côté au fromage, c'est très Ouais, bon français. ça c'est a l'air soupe bon. riz. C'est chou farci. Waouh! Ça sent comme- super bon. Mais vous voulez pas qu'on aille boire un petit verre de jus de grenade? Jus de grenade, hein, c'est Jus notre de grenade. spécialité, la C'est jus de l'alcool, grenade. ça Non, ce n'est pas alcoolisé. Ah bah si, je veux goûter. Allez, je vais vous servir, allez. Ah bah je passe Allez. au bar, moi, alors. Oui, alors allez au bar. Du jus de grenade. Le fruit arménien. La grenade, c'est le symbole de l'Arménie. Oui, parce que ici, hein, on est Oui. dans la maison. Alors de vous êtes dans la l'Arménie. maison de la culture arménienne. C'est une maison où se retrouvent les Arméniens de la région parisienne. Hein, le 17 rue Bleue, c'est quand même mythique. Elle est ouverte sur la rue, tout le monde peut rentrer dans votre maison ou pas? Ou c'est uniquement les Arméniens? Non, en principe, ce sont les adhérents qui viennent chez nous. Mais bien sûr qu'il n'y a pas seulement les adhérents, parce qu'on a quand même des gens qui viennent apprendre l'arménien, qui sont des Français. Ça doit être compliqué, l'arménien. Oui, c'est un peu difficile, Oui, l'arménien à apprendre. Oui. Vous pouvez pas me dire quelques mots en arménien? Ben, À votre santé, par exemple, ça se dit comment? Genats, Genats? Genats, Genats. Paris Egak Merdone. Là, j'ai pas compris. Ben, vous êtes bienvenus chez Ah, nous. ça c'est gentil. Voilà, Paris C'est vraiment Egak très Merdone. familial ici. Hein. Tout à fait. Quand on rentre dans cette pièce, il y a forcément des gens que l'on connaît. Alors, qui il faut que j'aille voir là? Eh bien, écoutez, moi, je vous propose d'aller voir notre ami Onik. Il connaît bien le quartier. Qui il va connaît tout bien mar- le quartier, parce que comme il travaille à côté, il vient très souvent ici. Bonjour Olig. Bonjour, Je peux m'installer à votre table? avec plaisir, je vous en prie. Alors vous êtes un habitué, vous. Oui, de longue date. Vous venez tous les jours pratiquement? Peut-être pas tous les jours, mais souvent, on va dire. Alors ici, il y a beaucoup de bijoutiers. Dans le pratiquement quartier, une il y a tradition. beaucoup de bijoutiers. Oui, il y a beaucoup de bijoutiers. Ah, alors Ici, on a fait. Le fameux dolma. ça, c'est les fameux dolmas que j'ai fabriqués ce matin, que j'ai C'est roulé. pas vrai. Mais oui, Bravo. oui, vous allez voir. Bravo. Vous en prenez aussi, non? Très technique, j'attends, oui, j'ai commandé. Donc oui, ici, il y a beaucoup Oui. de bijoutiers. Oui, ici, pourquoi? Parce que vous avez la proximité de la gare du Nord. Beaucoup d'Arméniens habitaient à Arnoville, Vielbel, Sarcelles. Donc je pense que ça a été une proximité et c'était aussi un noyau, un centre créatif de la bijouterie française. Et pourquoi il y a une tradition de bijoutier chez les Arméniens? C'était un métier artisanal, beaucoup d'Istanbul, donc qui ont fui le génocide et qui sont venus donc s'installer sur Paris. C'était vraiment des petits ateliers entre... Merci beaucoup. Merci. Donc c'était beaucoup de petits ateliers de 15-20 mètres carrés avec 1 ou 2 personnes, des artisans fabuleux qui étaient vraiment des mains expertes et donc qui travaillaient pour les plus grosses maisons de la place de Paris.
Les négociations se faisaient au coin de la table. C'est-à-dire que les vieux sortaient leurs pierres au coin de la table, et ils faisaient leurs affaires, ils se tapaient dans la main. Tout ça, maintenant, c'est bien sûr fini. C'est une époque révolue. Donc ça parlait arménien dans tout le quartier alors? Ça parlait arménien, ça parlait français, ça parlait juif, ça parlait beaucoup de langues. Je conseille de goûter celle-ci parce que je pense que c'est moi qui l'ai fait. Ah bon, Elles sont toutes petites et un peu ratées, un peu moches. C'est vrai, non, mais c'est pas mal, c'est très bien fait, c'est très bien fait. On va terminer l'émission ensemble. Ouais, Moi, je vais inviter les téléspectateurs à venir voir ou revoir cette émission sur france3.fr. Vous pouvez aussi venir me parler sur les réseaux sociaux, me donner vos coups de cœur, vos coups de gueule, vos bons plans. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname. On finit Dolma? Avec Parce plaisir. qu'il paraît que c'est péché de ne pas finir. C'est péché de ne pas finir, exactement. En plus, c'est très très bon. Vraiment. Très très bon, c'est vrai.